Ok, on est parti. Eins, zwei, drei. On est bon. Bon, ben, bonjour Nicolas. Merci beaucoup Bonjour. d'avoir accepté l'interview aujourd'hui. On est super content de pouvoir t'interviewer. Donc, comme tu le sais peut-être, j'interviewe depuis quelques mois maintenant des entrepreneurs au parcours aussi riche qu'inspirant. Et donc, aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir t'interviewer. Donc, tu es le cofondateur et CEO de la startup Accountable, donc, qui est une application mobile de gestion comptable et de TVA pour les indépendants. Alors, mais avant que tu nous parles un peu plus de ce parcours entrepreneurial, j'aimerais bien que tu te présentes un peu et que tu nous dises qu'est-ce que tu as fait avant l'aventure d'Accountable que tu as lancée en décembre 2018, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Les données sont tout à fait justes. Oui, avec grand plaisir, évidemment. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Mon parcours avant de faire Accountable, on va le faire par ordre euh, chronologique inverse. On va démarrer par ce qu'il y avait juste avant. Donc, je travaillais chez Real Impact Analytics, qui s'appelle maintenant Reactor. Euh, qui est une entreprise que j'ai rejoint en fait en tant qu'employé numéro 2 en 2010. C'est une entreprise qu'on a fait grandir de quelques personnes à une centaine de team members. On a travaillé sur 4 continents, travaillé pour 5 des plus grands telcos dans le monde, fournissant des solutions analytiques pour ces opérateurs télécoms. Donc, tu dois t'imaginer, avant l'ère du big data, on faisait du big data. Donc, on Mhm. traitait les données des opérateurs télécoms, pardon, pour les aider à optimiser leurs opérations, les aider à savoir quel point de vente ils devaient aller visiter, quelle campagne marketing lancer ou déployer leurs antennes. Ça, c'était mon petit. Et c'est l'entreprise qu'on a grandi d'une poignée de personnes à, à quelque chose d'un peu plus grand. Et mon rôle a évidemment évolué d'un métier de consultant, on est passé à un métier de business developer. J'ai vécu en fait 5 ans au Brésil, qui est un pays dans lequel j'ai amené en fait Real Impact. Et qu'on a fait grandir. C'était une expérience qui était fantastique de recréer une équipe, retrouver des clients dans un marché dans lequel tu parles pas la langue, tu dois tout apprendre. Et c'était une superbe aventure qu'on a fait avec nos collègues. Avant Reactor, un petit passage chez Engie, intéressant, mais la vie en corporate, je pense pas pour moi. Et avant ça, en parcours académique, j'ai fait Solvay, bachelor master, et en parallèle, j'ai fait Polytechnique. Là, je n'ai fait que le bachelor. Et avant ça, enfance à Charleroi, 2 parents médecins indépendants, une sœur architecte indépendante. Tu vois tu vois le fil Je vois rouge le tableau. vers. Super, merci. Mais du coup, maintenant, on va se plonger vraiment dans ton parcours entrepreneurial, donc avec la startup Accountable. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement ta startup et pourquoi avoir lancé dans ce domaine-là en particulier? Bien sûr. Accountable, c'est un compagnon financier pour l'indépendant qui va l'aider en fait à gérer l'ensemble des obligations fiscales auxquelles il fait face. En tant qu'indépendant, on a une série d'obligations qui ne sont pas extrêmement faciles à gérer, qui créent beaucoup de complexité, pour lesquelles on n'a pas du tout envie de passer du temps. On n'a qu'une envie, c'est de développer son activité, que ce soit une activité libérale euh, ou une activité euh, plus classique. Et ce qui se passe, c'est que les indépendants, ils ne sont pas extrêmement équipés pour ça. Euh, et c'est un processus qui prend généralement beaucoup de temps. Donc, ce que fait Accountable, c'est qu'elle simplifie grandement cette gestion administrative. Elle va repenser la relation que l'indépendant a avec sa comptabilité, y compris la relation qu'elle a avec son comptable, vraiment simplifier cette logique-là. Aujourd'hui, le produit, c'est quoi? C'est une application mobile et une application web connectée au compte en banque qui va automatiquement connecter les différents reçus, les différentes transactions bancaires, les classifier pour toi, te donner des petits tips fiscaux au fur et à mesure du temps, et puis à la fin du trimestre, te permettre de soit de partager les données vers ton comptable en un clic, soit générer toi-même ta déclaration TV. Et donc, on simplifie grandement cette situation. Pourquoi avoir lancé Accountable? Il y a plusieurs éléments qui sont liés à ça. La première chose, c'est un problème qui est extrêmement euh, important, qui était personnellement vécu par Alexis, mon associé, et moi-même. C'est un problème qu'on connaît très très bien pour l'avoir vécu nous-mêmes, ce qui est un avantage, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un problème qui touche un grand nombre de personnes.
Donc, tu as 50 millions d'indépendants en Europe, 1 million en Belgique. Les grands marchés, c'est 5 à 7 millions en Allemagne, en Angleterre ou en France. Donc, c'est un grand nombre de personnes qui ont tous des obligations fiscales, des déclarations de TVA à remettre, que ce soit de manière trimestrielle ou de manière mensuelle. Et ça, c'est l'essence même d'un produit sur lequel tu peux créer de la récurrence, tu peux créer un usage qui est hebdomadaire, un attachement fort à un produit. Donc, c'est un très bon terrain pour faire ce qu'on appelle un software as a service, un logiciel dont la licence est payée au fur et à mesure du temps. Et c'est un petit peu, Accountable, c'est un peu la combinaison de tous ces éléments-là. Un grand marché, un problème présent, existant, bien défini. Et puis, le dernier élément, qui est un élément important pour nous aussi, c'est que c'est quelque chose qui a une dimension sociale importante. On aide des vraies personnes dans la vraie vie, avec une économie réelle. On n'est pas en train d'optimiser la marge brute d'une entreprise. On va télécom Pierre. On est en train d'aider des gens à faire face à leurs obligations au jour le jour. Et ça, c'est un élément qui, dans la création de business, pour nous est super. C'est important. Génial. Du coup, donc maintenant, tu as la casquette de chef d'entreprise, donc tu es entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as toujours baigné? Comment est-ce que ça t'est venu, cette sensibilité à l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui a fait que tu as osé te lancer, passer le cap et dire, OK, je me lance, on y va? C'est pas un parcours qui est inné. C'est pas quelque chose que je me disais que j'allais faire depuis que j'ai 5 ans. Je pense que si tu m'avais posé la question quand j'étais à la fin de mes études, je t'aurais probablement pas dit entrepreneur. C'est quelque chose que j'ai découvert en fait au travers de mon parcours avec Real Impact, avec Sébastien Delotaille et Loïc Jacobs. On a fait grandir ensemble Real Impact, et c'est un virus qui prend. C'est-à-dire que tu vois une entreprise en croissance, tu vois l'impact que tu as ta capacité à faire grandir des équipes, à te développer personnellement, à développer d'autres personnes avec un impact qui est très très fort. Et ça, c'est un virus important qui, à mon avis, est le driver de ça. Après, si tu prends un petit peu de recul, c'est vrai, je suis baigné dans un environnement dans lequel bah, un environnement d'indépendants, c'est pas forcément les entrepreneurs, mais c'est une vie dans laquelle tu dois te prendre en main et de manière assez forte. Donc, c'est évidemment un environnement positif pour ça. Ok, génial. Donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais lancé la startup Accountable avec Alexis, donc ton cofondateur. Est-ce que vous étiez ensemble déjà dès le départ de l'aventure de la startup, ou alors est-ce que c'est d'abord toi qui as lancé et lui qui est venu te rejoindre, ou inversement? Et est-ce que, enfin, deuxième question sous-jacente, est-ce que ça a été une crainte pour vous de vous lancer à deux? Parce qu'on sait que parfois les cofondations, ça peut impliquer parfois des difficultés ou au contraire des grosses réussites, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été stressant pour vous? C'est extrêmement important. La relation entre cofondateurs, c'est l'ADN de l'entreprise avant qu'elle existe. Et donc, cette relation-là, elle doit être très, très forte. J'ai énormément de chance de pouvoir faire Accountable avec Alexis. On se connaît très, très bien sur le monde du travail depuis maintenant presque 10 ans. Donc, on a cette compréhension fine, ça nous permet de nous comprendre, de pouvoir débloquer des situations, résoudre des conflits de manière ultra efficace. Et c'est une condition nécessaire pour pouvoir développer un business, c'est d'avoir des personnes sur qui tu peux compter. Donc, Alexis peut compter sur moi, je peux compter sur lui. Et c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas de crainte de faire évoluer une relation amicale, une relation de collègue, une relation de cofondateur. On l'a fait ensemble et on le fait avec le plus de respect, possible. Et ça se passera très bien. Mais comme tu dis toi-même, cette relation de cofondateur, elle est clé dans le succès de l'entreprise. Est-ce que tu aurais des petits conseils à partager, par exemple, sur, selon toi, quelles sont les choses fondamentales pour faire des bonnes associations, pour trouver son bon cofondateur, cofondatrice? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? C'est extrêmement important dans cette première phase d'amorçage de l'entreprise. La qualité de l'entreprise va souvent dépendre de la qualité de la conversation entre cofondateurs. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce qu'il y a une vraie écoute? Est-ce que l'un apporte des choses que l'autre n'apporte pas? Et la capacité à pouvoir prendre le feedback,
entre cofondateurs, c'est quelque chose qui est ultra, ultra important. Si jamais tu penses, pardon, que la relation entre cofondateurs est pas très bonne, c'est quelque chose qu'il faut résoudre, sur lequel il faut travailler. Ou alors, il faut faire évoluer cette structure Ouais. de cofondation. Mais en effet, la qualité de cette conversation, c'est le socle de la croissance de l'entreprise. Parce que tu recrutes tes premiers team members, c'est très difficile de le faire quand tu as une équipe de cofondateurs qui n'est pas soudée et qui n'a pas cette qualité d'interaction nécessaire. Ok, merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez lancé votre startup en décembre 2018. Il y a beaucoup de jeunes qui, au début, quand ils se lancent, ils se disent oui, ok, mais concrètement, comment on fait pour se lancer financièrement? Donc, vous, je sais que vous avez fait une première levée de fonds très rapidement, donc je crois en décembre 2018 d'ailleurs, au lancement du projet. Est-ce que vous avez compté uniquement sur cette levée de fonds pour vous lancer financièrement? Est-ce qu'il y a eu d'autres apports, des subsides, des sponsors ou autres? Comment financièrement est-ce que vous avez débuté? C'est une très bonne question. C'est pas une question qui est évidente. C'est une question qui va dépendre de chacun des types de business. Ici, sur Accountable, on est sur une thématique qui est très produit, très proche du consumer. Donc, ce sont des entreprises qui demandent des apports de fonds, pardon, relativement tôt dans la vie de l'entreprise. Donc, pour nous, on s'était toujours dit qu'on voulait lever des fonds assez rapidement pour en fait développer la recherche du product market fit, simplement. Donc ça, c'était assez clair. Cela dit, on n'a pas fait notre première levée de fonds avant d'avoir validé ces différents éléments de product market fit. Donc, ce qu'on a fait dans le milieu de l'année 2018, c'est construire directement des prototypes. Après quelques semaines, on avait un premier prototype avec une première app connectée à un compte en banque, avec une capacité de scanner un artiste. C'était peut-être à la fois très proche de ce qu'on fait aujourd'hui, mais à la fois très, très, très lointain. Et de pouvoir le tester avec des premiers essais d'utilisateurs, regarder s'il y avait de la rétention, au-delà de l'amitié que pouvaient avoir certains de nos utilisateurs avec nous. Ça nous permet de valider, de nous sentir à l'aise. Est-ce qu'on est prêt à passer à l'étape suivante, qui était pour nous de financer l'entreprise, recruter une équipe produit pour construire et consolider le produit, construire toute la partie de gestion fiscale, qui est le cœur de l'entreprise. Et ça, on l'a fait au travers de notre première levée de fonds. Première grande levée de fonds. Donc, il faut savoir que avant cette levée de fonds, il y a eu une phase de testing avec le marché qui nous a permis en fait de convaincre les investisseurs de la viabilité de l'approche. C'est pré-revenu, c'est à la limite du pré-produit, mais il y a déjà toute une série de choses qui sont montrées quant à l'intérêt de la proposition de valeur ou à la capacité de pouvoir retenir un utilisateur dans un produit. Et est-ce que tu aurais, par rapport au principe de levée de fonds, est-ce que tu aurais des conseils ou des avertissements, des trucs à surtout ne pas faire ou justement à faire pour favoriser et réussir sa levée de fonds? Une levée de fonds n'est pas l'autre. Tu as différentes étapes, tu as différentes choses. Si on s'attaque vraiment à la levée de fonds dans le début de la vie de l'entreprise, je pense que la plus grande leçon que nous, on en a tirée, c'est la gestion fine du nouveau triangle entre investisseurs, produits et clients. Donc, avant la levée de fonds, la seule chose que tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est essayer d'optimiser le fit, ou la correspondance entre ton produit et tes utilisateurs. Tu prends le feedback, tu améliores, tu fais le tri, tu mets ça dans la moulette de la vision. Tout ce que tu gères, c'est cette tension entre ce que tu comprends du marché et ce que tu es en train de construire. Et ça se fait uniquement au travers du feedback utilisateur. C'est pas le feedback des amis, c'est la seule chose qui compte, c'est l'utilisateur. À partir du moment où tu rentres en levée de fonds, tu fais rentrer une troisième personne ou un troisième pôle dans l'équation, qui est souvent avec beaucoup d'opinions, et donc que tu dois plus convaincre. Donc c'est très important de ne pas perdre la vélocité, de ne pas perdre l'attention sur la recherche du product market fit qui se fait avec l'utilisateur. C'est important de ne pas croire dans les histoires qu'on raconte aux investisseurs parce qu'il y a toujours un besoin d'enjoliver évidemment pour convaincre. Je vais mentir, c'est peut-être aussi un des conseils à donner, mais surtout ne pas perdre la capacité à pouvoir vraiment construire ce produit market fit qui se passe avec l'utilisateur et non pas avec l'entrepreneur.
Mhm. Et ça, c'est pas évident en fait. Passer d'une gestion à deux pôles à un vrai triangle, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Et c'est là où la relation justement entre cofondateurs est primordiale parce que ça permet de pouvoir mettre des priorités, ça permet de pouvoir avancer sur certaines choses, distribuer le travail. Et c'est probablement un des plus grosses leçons nous qu'on a eu sur notre levée de fonds, dans le début d'Accountable. Mhm. Et vous avez refait d'autres levées de fonds depuis ou vous en avez juste fait une? Aujourd'hui, on est dans cette phase de seed à Serie A. Donc, on n'a pas levé notre prochain round. Ça devrait arriver dans les prochains mois. Les métriques sont très, très bonnes. Mais non, pour nous, l'objectif ici, on peut revenir sur la trajectoire de l'entreprise, c'est réussir notre mise sur le marché en Belgique, avoir un modèle extrêmement récurrent, extrêmement positif, avoir des utilisateurs contents, vraiment contents, c'est la base, et pouvoir répliquer ça dans un autre pays. C'est un choix qu'on a fait cette année. Donc, on a en fait mis le produit sur le marché allemand. Mhm. On le fait depuis le milieu de cette année-ci et on recrée les dynamiques de product market fit en Allemagne. Et pour nous, l'objectif ici de cette phase de croissance de l'entreprise, c'est évidemment de gagner de la vélocité sur la croissance du revenu sur notre premier marché, c'est pouvoir Mhm. répliquer ça rapidement dans une autre économie. Et est-ce que tu estimes que le marché allemand est plus ou moins similaire au marché belge ou tu vois qu'il y a des choses vraiment à adapter, à changer, à modifier? Il y a évidemment plein de degrés de complexité qui sont présents. C'est un très bon marché parce que tu as des dynamiques qui sont similaires à la Belgique. La perception du problème de la taxe est élevée, tout comme en Belgique. Tu as un très grand nombre d'indépendants. C'est le plus Mhm. gros marché en Europe. Tu as une relation comptable qui est sensiblement similaire à celle de la Belgique. Ça sont des points qui sont similaires. Tu as des choses qui sont très différentes. Un Allemand n'achète pas de la même façon qu'un Belge. Les canaux d'acquisition qui fonctionnent en Belgique ne fonctionnent pas en Allemagne. Les canaux d'acquisition qui fonctionnent en Allemagne ne fonctionnent pas en Belgique. Donc ça, il faut redévelopper. Par contre, tu le fais avec beaucoup plus de vélocité parce que tu le fais avec tes apprentissages, avec une équipe qui a l'habitude, qui peut rapidement analyser les résultats. Et, euh, et, euh, mais évidemment, tu pensais qu'il y a un playbook et que tu l'appliques simplement dans chaque pays. On en est loin. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir un processus qui te permet d'avoir de la rapidité. Euh, Ah, attends, j'attends que la L'ambulance, ça va, l'ambulance passe. Génial. Tu parlais juste là maintenant à l'instant des canaux d'acquisition, justement. Est-ce que tu dirais que, enfin, j'imagine que oui, mais que vous avez mis en place une stratégie de marketing et vente pour gagner en visibilité, pour acquérir de plus en plus d'utilisateurs et de clients? Est-ce que tu sais nous en parler un peu plus, nous tout à fait. partager quelques conseils, quelques tips de comment vous avez fait justement vous? Le conseil principal, c'est de ne pas mélanger les phases. La première phase, c'est de pouvoir collecter du feedback, du retour sur ce que tu fais avec une certaine échelle et une certaine vélocité. Donc, les premiers canaux d'acquisition que tu vas mettre en place, c'est pour te permettre de collecter du feedback que tu vas penser être le plus candide possible. Donc, Mhm. idéalement, un utilisateur qui ne te connaît pas, qui découvre ton produit et qui rentre en contact avec ce que tu fais. Donc ça, c'est la première phase enfin, le premier objectif d'acquisition, en fait, c'est de créer une machine d'apprentissage la plus rapide possible. À partir du moment où tu as validé que ton approche fonctionnait, que tu étais capable de convertir les utilisateurs d'une phase 1 à une phase 2 à une phase 3, faire passer les périodes d'essai, chaque business a sa propre recette, tu peux commencer à réfléchir au mécanisme de croissance. Mhm. Donc, le corollaire de ceci, ça veut dire ne pas attendre d'avoir de la croissance avant d'avoir une compréhension fine de ce dont l'utilisateur a besoin. À partir du moment où tu rentres dans une phase de croissance, tu dois avoir une très bonne idée de où est-ce que tu dépenses tes ressources et du retour que tu as sur ces ressources. Mhm. Et là, le jeu est fondamentalement différent. Tu cherches à optimiser ton coût d'acquisition, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que tu cherches à diminuer ta dépendance à des canaux que tu ne maîtrises pas complètement. Le cas classique, c'est la dépendance à Facebook Ads ou Instagram Ads. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter le plus rapidement possible, en sortir, si jamais tu fais ça au début, de façon à ce que tu puisses avoir une acquisition qui soit vraiment j'aime pas trop le mot, mais c'est scalable, que Mhm. tu puisses mettre à échelle. Avoir une dépendance super forte sur un seul canal,
en fait, te met rapidement en danger. Mhm. Cette gestion fine entre le focus, avoir les canaux qui fonctionnent vraiment bien, et puis cette capacité à pouvoir élargir pour avoir un mix de canaux qui soit le plus sain possible. Mhm. Super, merci. Alors, il me reste encore 2 questions. Donc, si tu devais donner un conseil à un ou une jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? C'est une très bonne question. Euh, le, si tu réfléchis à ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, tu t'attaques toujours à un problème qui n'a pas été résolu ou qui n'a pas été résolu de la façon dont tu souhaites le faire. Donc, ce qui veut dire, en fait, que quand tu vas commencer à structurer ton offre, tu vas te retrouver dans une situation dans laquelle la plupart des gens vont te dire que c'est pas utile, que c'est pas nécessaire, que ce problème a été résolu. Et donc, c'est très important dans cette phase-là d'avoir vraiment ces doubles casquettes entre, d'une part, la persévérance, ta capacité à pouvoir amener ton idée à l'étape suivante, et ta capacité à pouvoir prendre le feedback et apprendre de ces interactions que tu as avec tes futurs utilisateurs, tes futurs clients. Donc, c'est dans la gestion de cette balance entre être borné et pousser et pas se laisser stabiliser, mais en même temps être extrêmement à l'écoute de ton marché que tu vas trouver probablement l'énergie la plus importante du début du business. Et alors, dernière question, les objectifs à moyen terme pour Accountable. Pour nous, ça revient à la vision dans l'entreprise. On veut transformer la façon dont les indépendants gèrent leurs taxes et on veut le faire à l'échelle européenne. Notre objectif, ça n'a jamais été de créer un acteur belge, même si c'est un très très beau marché avec une très belle complexité. Notre volonté, c'est de créer un vrai acteur européen. Et donc, pour nous, si tu parles de la vision à moyen terme, donc on se place dans l'horizon de 2 à 3 ans, c'est d'aller pour être présent dans plus de 2 marchés majeurs européens. La Belgique n'est pas un marché majeur, c'est un très bon second marché. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. L'idée, ce serait pour nous de pouvoir lancer dans les 12 à 18 prochains mois entre 2 et 3 nouvelles géographies. Et ça, c'est un point très important de la proposition de valeur, c'est que on voit évidemment le dessus de l'iceberg, donc l'application mobile en tant que telle, mais derrière, il y a toute la construction d'une architecture de taxes qui puisse être aussi mise à échelle, sur lequel tu n'as pas vraiment de dépendance par rapport au pays. Donc, c'est un moteur fiscal européen. Et donc oui, l'objectif pour nous à moyen terme, c'est de pouvoir le déployer avec succès dans différentes écoles. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Écoute Nicolas, moi j'ai fait le tour de mes questions. C'était super intéressant et très inspirant. Et encore merci d'avoir accepté l'interview aujourd'hui. Et donc, Un plaisir. À très bientôt, j'espère. Et en tout cas, bonne chance et bonne continuation pour la suite pour Accountable. C'est moi qui te remercie. Merci.